Bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve pour ce nouveau off hebdomadaire qui devient petit à petit notre rendez-vous qui s'installe et vous voyez que les horaires ont un peu changé, mais que petit à petit on arrive vers le vendredi midi et on se pose la question de savoir si ça serait pas le bon format tous les vendredis de 12 heures à 13 heures pour autant que notre agenda le permette. On avait envie de trouver peut-être un petit rituel, donc dites-nous ce que vous en pensez éventuellement si vous écoutez ce live en replay ou en live. Est-ce que le vendredi à midi vous semble un bon moment? Aujourd'hui, un live toujours dans la ludopédagogie avec quelque chose d'un peu particulier, voilà qu'on fait depuis de nombreuses années, mais qui garde pour moi ce cachet de nouveauté, d'innovation, parfois un peu même de mystère, le Lego Serious Play. Alors, n'hésitez pas à nous dire, en commentaire, quelles seraient vos questions par rapport au Lego Serious Play. Quel lien est-ce que vous faites par rapport à cette pratique, cette méthode, cette approche et vos pratiques quotidiennes, peut-être d'animation ou d'animation d'équipe, de team building, de cohésion, de créativité, de formation. Donc, dites-nous un peu quelles seraient vos questions par rapport à cette approche. Et pour partager sur cette approche, eh bien, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi un expert que vous connaissez déjà, avec qui on avait déjà partagé sur des sujets passionnants, Christophe Peffer, qui est à Cannes, spécialiste animateur certifié de Lego Serious Play. On va partager ensemble sur cette approche juste après le générique. Bonjour Christophe. Bienvenue pour ce nouveau off. On se retrouve sur un sujet assez différent de notre dernier échange. Un sujet très ludique, très jouant, le Lego Serious Play. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, pour ceux éventuellement qui ne savent pas ce que c'est quoi le Lego Serious Play? Alors, globalement, en fait, c'est un outil, ce qu'on appelle un outil projectif, qui permet de pouvoir construire des représentations que l'on a, de nos pensées, parfois de nos émotions aussi, et on les représente de manière concrète avec donc des briques de Lego. C'est un outil projectif, en fait, au départ. C'est ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est quand tu dis projectif, est-ce que tu peux décrire ce que ça veut dire et c'est quoi le mécanisme de ce côté projectif? Eh bien, disons que quand on a une idée, souvent, quand on a un concept, une idée, une situation ou même un objectif en tête, il y a des représentations que l'on a dans notre tête. Ça représente une image ou parfois une vidéo, ça représente, il y a des éléments, il y a des liens qu'on peut faire entre ces éléments-là. Et tout ça, c'est dans notre tête. Et parfois, quand c'est que dans notre tête, c'est un peu flou. On ne sait pas trop les aboutissants de ce que ça représente. Et le fait de pouvoir les projeter, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça un outil projectif, de pouvoir les projeter à l'extérieur de notre tête, devant nous, du coup, ça permet de structurer un peu plus les choses et d'en avoir en fait un autre regard. Parce que automatiquement, on a une vue distancée, on a une vue un peu arrière de la pensée, de ce que l'on a dans notre tête. Et du coup, cette méthode, on peut l'appliquer dans quel cadre? Elle peut servir à quoi? Alors essentiellement au départ, c'est pour le monde de l'entreprise, c'est-à-dire pour faire de la cohésion d'équipe, pour travailler sur des objectifs, pour travailler aussi sur le bien-être au travail, comment les gens se représentent justement leur bien-être au travail, qu'est-ce que c'est que le plaisir au travail, ou les difficultés, ou voilà, quand il peut y avoir aussi des fusions dans un service, on peut utiliser la méthode du Lego Serious Play. Et ma particularité, c'est que j'ai adapté en fait cette méthode parce que c'est un processus en fait au départ. Ce processus, cette méthode, je l'ai adapté à la thérapie. Parce que bon, j'ai ma casquette psy avec moi, et du coup, je l'ai adapté à la thérapie sur une notion bien particulière qui est celle du changement. Et donc, je l'ai adapté avec des patients, mais sur cette notion de changement, en fait, le processus est le même et on peut très bien l'appliquer dans une optique de changement pour même des professionnels. C'est ça. Et c'est rigolo parce qu'on peut se dire, a priori, donc là j'ai des petites pièces de Lego devant moi, on peut se dire quel est le lien entre ces petites pièces, la thérapie, le monde de l'entreprise, qu'a priori la représentation
qu'on peut avoir du monde de l'entreprise. C'est un univers sérieux, rationnel, voilà. Et donc peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que tu puisses nous raconter en fait comment a émergé cette idée de se dire on pourrait utiliser du Lego pour quelque chose qui parfois peut être excessivement sérieux, comme définir une stratégie d'entreprise à 5 ans, hein, comme Renault l'a fait, Google, etc. Donc Apple utilise ces outils-là, ces petits bonhommes et ces petites pièces pour définir leur stratégie. Comment est née cette idée un peu folle? En fait, à mon avis, ça part d'une croyance, une conviction. Et cette conviction, c'est celle qu'on peut parler de sujets sérieux sans se prendre forcément au sérieux. Et en fait, en ayant cette conviction-là, du coup, ça dédramatise en fait plein de choses. Et comme on utilise en fait un outil qui au départ est un jouet, parce que les premiers qui utilisent ça, hein, ce sont les enfants depuis des décennies. Directement, on a ce côté ludique qui arrive et avec lequel on peut travailler, avec lequel on peut interagir sur des sujets du coup qui peuvent être plus sérieux. Et on peut réfléchir de manière professionnelle, de manière sérieuse, donc sur des sujets parfois lourds, hein, comme je peux voir aussi en clinique, ou parfois avec des enjeux qui sont très importants. On peut aussi le faire de manière ludique, justement avec cet outil. Ouais. Et ce qui est rigolo pour la jeunesse du projet, donc Lego, hein, donc une entreprise familiale qui aujourd'hui est le plus grand fabricant de jouets au monde, n'a pas toujours été dans cette position de leader. Ils ont même été il y a quelques années en situation un peu difficile. Et un des fils de l'entreprise familiale, hein, Christiansen, se dit tiens, on est entouré de Lego, on est une entreprise qui est censée être dans le ludique, la créativité, etc. Et pourtant, on est parfois un peu embourbé dans nos process et dans notre difficulté à anticiper. Ah, un problème de connexion, Xavier, si tu m'entends. Donc oui, en fait, ce que tu disais, je sais pas si tu m'entends, mais c'est par rapport donc un peu à l'origine de ça. C'est que donc Chris Hansen, il partait du principe que les gens, ils sont la clé du succès des organisations et du coup, ils veulent aussi bien faire. La stratégie, c'est quelque chose qui se vit, mais c'est pas forcément quelque chose qui s'écrit dans un document qui est rangé quelque part. Donc il y a une forme d'interactivité qui est vraiment importante avec les acteurs de l'entreprise. Super. Et merci d'avoir enchaîné. Ouais, t'as été figé là. Il y a eu un petit J'ai été coupé, donc je t'ai récupéré. Merci beaucoup. Ouais, super. Ouais. Et donc c'est chouette effectivement de voir que cette méthode qui est née de l'intérieur, maintenant elle s'est diffusée et elle a vraiment fait ses lettres de noblesse dans les plus grandes organisations. Et du coup, cette méthode a été structurée avec des étapes. Il y a une formation. La formation, c'est une brique, hein, le guide d'animateur. C'est une formation qui dure plusieurs jours. Et donc, on pourrait la résumer en 4 grandes étapes. Du coup, que je propose avec toi d'explorer. Est-ce que tu serais OK de nous, peut-être nous survoler ces 4 étapes et puis on va rentrer un peu dans le détail de ces 4 étapes. Ouais. Alors, avant même la première étape, il y a une étape d'échauffement, en fait. Ouais. Pourquoi cette étape-là, elle est super importante parce que du coup, ça peut surprendre quand on arrive face à des personnes, soit qui n'ont jamais joué ou que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué au Lego, ou qui, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, ils arrivent dans une réunion et ils pensent parler d'un truc super sérieux, hyper formalisé et très protocolaire. Et quand ils se retrouvent avec des Legos comme ça devant eux, ils disent oula, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc il y a parfois déjà une petite méfiance ou un petit a priori sur le média en question. Et donc cette phase d'échauffement, elle est là pour un peu briser ça, faire une sorte de icebreaker. On brise la glace avec justement les Legos. Et donc on demande aux participants de toucher la matière en fait, de voir un peu qu'est-ce qui se passe et on fait des petits défis très ludiques. Construire une tour, représenter un animal, etc. Pour déjà introduire la manipulation de l'objet lui-même. Donc on n'est pas encore dans le contenu même de la réunion, de la séance ou quoi que ce soit, mais on est plus dans l'échauffement de manière à ce que les personnes puissent se rendre compte qu'est-ce que ça fait que de construire quelque chose avec leurs doigts, en fait. Ça, c'est la partie échauffement qui est vraiment non négligeable.
Oui, parce que c'est vrai que partout, hein, dans tous les processus, c'est vrai qu'il y a cette petite partie un peu d'inclusion où on rentre en contact avec la méthode, mais ici, c'est vrai que ça peut être plus important encore qu'ailleurs parce que les représentations, comme tu l'as dit, peuvent être très très variables et certaines personnes te disent en fait, moi, je ne saurais pas faire Ouais. ça. Ils vont se rendre compte qu'au fond, finalement, en le faisant, c'est très facile. Certains ont joué au Lego pendant des années, d'autres, bizarrement, à mes yeux, mais en fait, c'est une vraie réalité, n'ont jamais touché de Lego. Donc, c'est vrai que c'est très, très important. Et tu l'as dit, il faut effectivement pas la négliger. Ouais, Après, c'est très, ouais, et je t'écoute. d'autant plus, pour donner aussi l'exemple que ça peut fonctionner avec tout le monde, c'est que Mhm. dans ma pratique, je fais ça aussi avec des personnes âgées. Mhm. Donc, qui du coup, alors soit elles ont joué il y a très très longtemps, ou alors elles ont pas du tout connu ce genre de jouet ou Oui. de média. Et Mhm. ben ça fonctionne aussi parce que Mhm. voilà, on prend un peu de temps pour voir comment, parce que c'est une petite technique à avoir. C'est pas donné à tout le monde de, enfin on connaît pas le principe de pouvoir embriquer Mhm. les unes dans les autres. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben du coup voilà, il y a cette connaissance en fait, cette prise de Mhm. connaissance avec l'outil Mhm. qui est passée. Mhm. Ensuite, ouais, vas-y. Oui, j'allais dire effectivement que par rapport au public, c'est important de le dire, hein, on touche vraiment tous les publics. Tu parlais des personnes âgées, on peut travailler avec des personnes qui ont un métier parfois plus conceptuel, intellectuel, des gens qui sont plus dans l'opérationnel, des comités de direction, des personnes créatives, des personnes qui dans leur profil ne se voient pas du tout comme créatives. Et effectivement, la pratique, ce qu'on peut partager, il y a une forme de magie qui opère, c'est que globalement, avec cet échauffement, entre autres, tout le monde embarque à un moment. Ouais. Il y a un effet assez naturel autour du Lego qui fait que on évite les mains dedans et on commence à jouer avec les pièces. Comme je le fais maintenant, je te parle et je chipote avec Exact. mes pièces. Ouais. Ouais, super. Et Donc tu allais dire qu'il y avait 4 étapes, hein. voilà, donc après, on arrive dans la première étape, c'est le fait de poser une question. En fait, on rentre le vif du sujet de la séance ou de la réunion. On pose la question sur laquelle on aimerait réfléchir. Et donc ça aussi, pour l'animateur qui prépare cette réunion, c'est important de préparer les questions à l'avance. Que c'est pas une question qui arrive comme ça à brûle pour Ouais. point. Et la question, elle est préparée à l'avance, elle est formulée de manière à ce qu'elle soit relativement courte et explicite, et Mhm. aussi elle est suffisamement ouverte du coup pour laisser la Mhm. place en fait à l'imagination. Parce qu'on va voir après Mhm. comme quoi c'est Ouais. important. Ouais, Et donc, complètement. une fois que cette question est posée, Je après, vais t'interrompre une seconde. Avant de rentrer justement dans le oui. après, est-ce on ferait une mise en abîme? Et donc, tu parlais de poser une question, et donc on s'était dit juste avant, tiens, si on parle de quelque chose, mais si on le faisait en même temps. Et Avec plaisir. donc, ce qui est rigolo, donc, c'est qu'on a tous les deux préparé notre téléphone, hein, avec ici, donc voilà les pièces qui sont en dessous de nous. Et donc, on va vivre les 4 étapes en même temps. Et donc, tu parlais de la question. Et donc, on a chacun préparé une question dans notre tête que l'autre ne connaît pas, hein. Donc, on Ouais, va vivre l'expérience. Et donc, voilà, je te laisse peut-être nous dire, bah, tiens, si on était en atelier, qu'est-ce qu'on dirait à ce stade-ci? Et puis, de te lancer avec la première question, du coup, que tu vas me poser avant que je c'est ça. pose la tienne. C'est ça. Donc, une fois qu'on a fait l'échauffement, que les gens ont pris connaissance de l'outil, bah, du coup, on arrive à la première question. Enfin, la première question, ça dépend Mhm. du sujet de la réunion, mais on arrive à l'étape de la question. Et du coup, moi, Mhm. la question que je te pose, Xavier, sur laquelle j'aimerais que tu réfléchisses, c'est quoi pour toi le plaisir au travail? Le plaisir au travail, super, parfait. Et alors moi, je vais te poser ma question, c'est est-ce que tu pourrais réaliser une construction qui représente l'atelier Lego Serious Play parfait? Ça serait quoi l'atelier Lego Serious Play parfait? Ok. Alors, Alors, ouais, vas-y. à toi, vas-y toi. Ouais, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand je pose une question aux participants, bah, souvent ils partent rapidement dans leur tête et ils ont Mhm. tendance à y rester. Et Mhm. c'est OK. Il y a peut-être les premières images qui viennent, les premiers liens qui arrivent, mais l'invitation, en fait, c'est de pas rester trop longtemps dans la tête. Et je leur Mhm. dis, mettez rapidement les mains dans les Legos et J'ai vu commencez ça. à penser avec vos doigts.
Et c'est là où on va commencer à répondre à cette question. Super. Et donc effectivement, et ce qu'on va faire ici, on va faire deux choses en même temps, hein. Donc on va faire effectivement cette deuxième étape, hein, donc qui est de penser avec les mains, ce que tu viens de dire. Donc on va construire chacun, on va répondre à notre question à l'aide d'une construction. Et du coup, ce que je propose évidemment, c'est que pendant qu'on fait ça, on continue évidemment à échanger, à parler. Et donc tu peux nous développer un peu cette seconde étape. Ça veut dire quoi penser avec les mains? Alors, penser avec les mains, en fait, c'est une formulation en anglais, c'est thinkering, en fait. C'est une sorte de contraction entre deux mots, entre thinking et l'autre nom, je m'en souviens plus. Et en français, ils ont traduit ça par penser avec les mains. Et l'idée, justement, c'est parce que c'est un peu le but de l'atelier, hein, de pouvoir mettre en application concrètement devant soi quelque chose qui est dans la tête. De penser avec les mains, c'est de commencer à construire des choses et au fur et à mesure du temps que l'on construit, ça va commencer à représenter quelque chose pour nous. Et donc c'est là-dessus que c'est intéressant de penser avec les mains, parce qu'au fur et à mesure qu'on construit, ça représente quelque chose que l'on va pouvoir après, bon je ne vais pas spoiler, hein, mais qu'on va pouvoir exploiter dans l'étape d'après. Super. Là, on est en pleine construction, hein, hyper concentré. Et c'est ce qu'on observe, hein, dans les groupes, hein. Donc une fois qu'on est dans cette phase-là, les gens plongent et petit à petit, ce qui peut traverser l'esprit, hein. Par exemple, quand on commence ici, moi je suis au début de ma construction et j'ai quelques trucs qui viennent, mais j'ai aucune idée de vers où ça va aller. Et tout ça est OK, hein. C'est vraiment, il se passe quelque chose et c'est pas trop mental, hein. On est vraiment avec les mains, on voit des petites pièces, on dit tiens, ça serait sympa, etc. Et on va voir que ce petit côté où on est juste occupé à faire quelque chose va se transformer dans le processus avec les étapes qui suivent à quelque chose de plus structuré, hein. Ouais. Et il y a une notion qui est vachement importante aussi dans le Lego Serious Play, et c'est peut-être une notion qu'on a déjà vue dans d'autres offs que tu as fait ou qui est vraiment très liée à la ludopédagogie. C'est la notion de flow. C'est la notion de flow qui est issue d'un psychologue américain qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Il a un nom à coucher dehors. Et respect de l'avoir prononcé d'un coup. Et en fait, la notion de flow, c'est de pouvoir être complètement absorbé par la tâche, en oubliant le temps, en oubliant parfois même quand on est vraiment dans le flow, en oubliant de manger, en oubliant complètement plein de choses qui peuvent nous préoccuper, et on est complètement absorbé par la tâche, si bien que quand on est absorbé par cette tâche-là, de fait, il y a notre conscience en fait qui est complètement mise sur la réalisation de la tâche en question. Et donc, en flow, en fait, c'est aussi une notion de plaisir qui est non négligeable, hein. Et ce qui est, par exemple, le flow, ça pourrait être le fait que là, maintenant, je suis occupé à faire ma construction et qu'on oublie complètement qu'on est en live, qu'il y a des gens qui nous regardent, etc. C'est exactement ça. Il y a plein de gens qui sont en train de nous regarder et qu'en fait, on est vraiment concentré sur les pièces, etc. Exact. Ouais, moi, ça prend forme. Hop. Moi, je crois que c'est bon. Oui, moi aussi. Ça. Voilà, je sors les pièces que j'utilise pas. Hop. Quelque chose d'important à dire aussi dans la méthode ici, c'est qu'en fait, dans une vraie session, hein, de Lego Serious Play, en fait, il y aurait deux espaces, hein. Un espace dans lequel on travaille sur les Lego et un autre espace. Oui, en effet, c'est deux espaces. C'est ce qu'on appelle la psychogéographie, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans un espace délimité, hein, dans une salle, on se concentre sur quelque chose et il y a l'environnement vraiment de proximité qui influe sur notre façon de réaliser les choses. Et quand on va dans la phase d'après, donc je vais pas la spoiler encore, hein, on regarde le sujet jusqu'au bout, du coup on se déplace dans la salle pour pouvoir générer une autre ambiance dans un autre endroit de la salle. Donc en termes aussi de, tu sais, sur dans l'apprentissage, le fait de bouger, hein, de vraiment d'avoir notre corps en mouvement, ça fait partie aussi des choses qui, au niveau cérébral, peuvent générer des situations intéressantes.
Super. On arrive donc à la troisième étape, hein, le partage, le Voilà, cœur de l'atelier, hein. Ouais. c'est ça. C'est le cœur de l'atelier. Et là, on est dans une notion qui est aussi bien particulière au Lego Serious Play. C'est la partie métaphore. Hmm. Là, on propose aux participants d'accéder à leur imaginaire et surtout d'accéder, pardon, à la représentation de ce qu'ils ont dans leur tête. D'accord. Donc, et du coup, mais il y a même le vocabulaire qui est important, c'est-à-dire que au moment où chaque personne va partager sa représentation, on lui demande pas d'expliquer ce qu'elle a fait, on lui demande de raconter. Parce que toutes les histoires, les contes, en fait, ce ne sont que des métaphores. Et on ne dit pas qu'on explique une histoire ou qu'on explique un conte, on dit qu'on la raconte. Et ben là, avec avec les représentations de chacun, avec les constructions de chacun, ça revient au même. C'est-à-dire que la personne va raconter la représentation de ce qu'elle, de la réponse qu'elle a eue à la question qu'on lui a posée. Et du coup, tu serais d'accord de nous raconter ta représentation de l'atelier Lego Serious Play idéal? Absolument. Donc voilà, moi c'est ça. Donc je vais regarder. Voilà, ça représente ça. Ouais. Donc, ce que j'ai représenté en fait, c'est Et à mon avis, tu peux le montrer aussi à l'autre caméra pour voir comme ça on a oui, deux actes. Ouais, super. la perspective comme ça. Voilà. Alors pour moi, en fait, un atelier Lego Serious Play parfait, c'est une personne qui est face à quelque chose qu'il doit remplir, qu'il doit monter, une sorte d'obstacle ou quelque chose qu'elle doit franchir. Et donc, elle est devant cet obstacle-là. Et au moment où elle franchit cet obstacle-là, où elle monte, hein, parce que là, on voit bien une petite échelle qui est ici, au moment où elle monte cet obstacle-là, elle arrive à une roue, comme ça, qui permet justement d'avoir un regard multiple, en fait, plusieurs points de vue sur la situation. Et une fois qu'elle a vu son point de vue différent sur la situation, elle arrive en fait de l'autre côté où elle peut atteindre justement son objectif qui était au départ la réponse à la question en fait. Et que si la personne, pour moi, elle dans l'atelier, elle arrive à passer d'ici en passant avec plusieurs points de vue et arriver à son objectif, pour moi, c'est un atelier Lego Serious Play qui est réussi. Waouh, super. Ce qui est chouette, donc on rappelle, hein, donc tu ne connaissais pas la consigne avant, enfin ce que j'allais te demander. Et ce que j'aime bien, la petite démonstration qu'on vient d'avoir ici, c'est qu'en fait, tu as décrit quelque part l'atelier Lego Serious Play parfait. En tout cas, la construction de ce que tu nous as proposé ici est vraiment venue de la construction que tu avais fait avec tes mains. Et c'est sur ce support-là que la pensée se construit, se structure. Et ce que j'observe souvent en atelier Lego Serious Play, c'est qu'en fait, on va beaucoup plus vite à l'essentiel. Quand, par exemple, on utilise le Lego Serious Play pour se présenter, si on le fait de manière naturelle, on va dire, voilà, ma fonction dans l'entreprise, je fais ça, je fais ci, on est plutôt sur le faire, sur l'extérieur. Avec du Lego, quand on présente sa pièce, on est beaucoup plus sur qui je suis à l'intérieur. On parle de ses valeurs, de sa représentation du monde. Et c'est bizarre parce que c'est la même consigne, mais comme on la présente avec ce support ou effectivement projectif ou qui évoque quelque chose, on se connecte quelque part au bas de la pyramide dans les choses beaucoup plus essentielles. Un peu comme tu viens de le faire ici, en très peu de temps, tu as résumé ton atelier parfait. Et ce qui est vraiment aussi notable, et c'est super de voir ça en atelier, c'est que sur une même question, parce que quand il y a plusieurs participants avec une même question, eh ben de fait leur représentation, elle est très très unique en fait, elle est vraiment très particulière. Et ce qui est super, c'est justement d'entendre l'histoire racontée par chaque participant, qui du coup parle, comme tu dis, parle vraiment de qui ils sont, parce que ce qu'ils ont mis de eux dans la construction, même si la réponse à une question qui est commune, c'est quelque chose, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très personnalisé. Ouais, complètement. Alors toi, du coup, c'est quoi pour toi le plaisir du travail? Le plaisir au travail. Et donc ici, et c'est marrant parce que à ce stade-ci, par exemple, je sais pas exactement encore ce que je vais dire. Hein. Donc j'ai des idées basées sur la construction. Mais en fait, c'est aussi avec la consigne de raconter. C'est un peu comme une histoire, comme j'imagine quand quelqu'un écrit un roman,
le roman n'est pas complètement écrit dans sa tête. En l'écrivant, il se construit. Il y a aussi un peu ce processus. Donc là, c'est pour vraiment être dans les coulisses des coulisses. Donc j'ai 2, 3 éléments, mais après, il y a quelque chose qui va se dérouler par ce que moi je vais vivre en racontant cette histoire à travers cet objet, quoi. Donc ici, on va d'abord le montrer d'en haut, donc où je vais le montrer une fois ici. Donc c'est effectivement une construction un peu bizarre, hein, spatialisée. Et pourquoi je la montre aussi ici, c'est parce qu'elle est reliée à d'autres. Et donc les petites pièces qui sont ici, pour moi, une des notions du plaisir dans le travail, c'est vraiment la notion de connexion et de lien. De connexion avec d'autres, et ces autres, c'est l'équipe, c'est des partenaires, c'est des personnes avec qui on construit des projets, c'est les clients, c'est voilà tout ce qui va quelque part nous stimuler intellectuellement quand on est sur des projets, mais aussi relationnellement parce qu'on fait des choses ensemble. Et c'est vrai que moi j'ai toujours fonctionné en équipe depuis que je me suis lancé à l'âge de 19 ans, et donc c'est important donc je vais laisser l'écran avec ces pièces-là parce que cette pièce-là, elle doit être en connexion avec d'autres. Et alors en même temps, le premier truc qui m'est venu, donc c'est le plaisir que j'ai, c'est voilà, je suis le petit bonhomme qui est là, c'est regarder vers l'avant. Il faut pour moi qu'il y ait une notion de vitesse, d'avancée, de projet. Et donc pour moi c'est un véhicule, c'est quelque chose qui avance. Il y a cette petite hélice qui est là, donc elle aurait pu être derrière. Il y a vraiment cette notion de mouvement. Donc le plaisir pour moi c'est les projets, le lien avec les autres, le mouvement. Il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion de vision. J'aime bien imaginer des choses, se projeter, ça me donne du plaisir. Et puis les réaliser concrètement en allant dans cette direction-là avec le petit propulseur qui est derrière. Et sans doute qu'on voit qu'il y a une notion de vitesse. J'aime bien effectivement les choses qui avancent et sur lesquelles il y a des résultats et on avance. J'aime bien aussi la petite pièce ici, c'est un peu bizarre, mais ça serait être connecté à plus grand que soi. Donc l'idée peut-être de contribuer ou d'être connecté. Il y a peut-être une dimension, ça ne se dit pas dans le business, mais peut-être un peu spirituelle ou quoi, qui est là. Et alors, une des premières pièces que j'ai mis ici, c'est elle a l'air de cacher un peu le visage, mais elle est juste devant. C'est la petite pièce transparente qui est là. Et là, c'est vraiment la transparence. Et donc, en lien avec les autres, moi, ce qui me motive beaucoup, c'est d'être en relation avec des personnes autour de moi avec qui je me sens dans une forme de complicité, de relation. On peut se dire les choses, on est dans la transparence. La transparence, ça se mérite des 2 côtés, mais les quelques personnes de mon entourage avec qui je suis dans cette relation de confiance, de transparence, ça me booste énormément et ça met du carburant qui serait peut-être la petite pièce verte là, remplie d'énergie. Elle se remplit entre autres avec le lien des autres, dans ce côté complice et transparent, au service d'une vision pour avancer vers des projets qui vont vite et qui ont du sens. Génial. Tu Voilà. vois, c'est ça qui est super, c'est que à partir d'une construction, on peut vraiment rien que sur ton partage, il y a déjà en fait une histoire complète qui est racontée du coup. Et si je peux même interagir pour montrer un peu aux gens comment ça fonctionne, c'est-à-dire que là tu as raconté ta représentation et moi en tant qu'animateur, je peux rebondir sur ce que tu as construit et en fait par exemple te demander qu'est-ce que le petit bonhomme qui est aux commandes, là, tu peux le remontrer, tu sais, reprends ta construction. Qu'est-ce que le petit bonhomme qui est aux commandes, là, comment il se sent, lui, dans cette construction? Ça a été coupé, tu me posais la question, hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je te posais la question, si on veut aller un peu plus loin, pour montrer un peu aux gens comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois que tu as raconté ta construction, c'est de reposer une question, soit sur la construction elle-même, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que représente ça, mais bon là, tu as à peu près fait le tour, mais tu peux poser une question sur qu'est-ce qui se passe pour la construction elle-même. Et là, du coup, la question, pour toi, pas pour toi, pour le petit bonhomme là qui est aux commandes, comment il se sent, lui, aux commandes de ce véhicule. Ouais, super. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, du coup, c'est vraiment le support évocateur qui continue à vivre. Et d'ailleurs, il y a la phase toujours un peu délicate où on va démonter, parce qu'on a tellement projeté dessus que démonter sa construction, c'est un moment fort, tellement on y a mis des choses. Et ces choses n'étaient pas prévues au moment où on l'a construit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire que j'ai racontée là, peut-être les 2 tiers ou les 3 quarts de ce que j'ai dit n'étaient pas prévus au moment où je me suis lancé. Donc, et effectivement, aller plus loin avec les questions que tu poses, on continue à bâtir et à construire autour de ça. Ouais. Et on voit aussi qu'on peut, avec ce genre d'atelier, on peut agir à plusieurs niveaux. Admettons pour une équipe. Comme tu le dis très justement, quand on commence à déconstruire les pièces, ça y fait quelque chose parce que du coup on s'était investi. Et en même temps, pour par exemple faire de la cohésion d'équipe,
pour aller un peu plus loin dans l'atelier, ben, on pose une autre question, cette fois-ci collective. C'est-à-dire que sur un projet, comment, admettons, la première question, c'était comment individuellement les personnes se représentent ce projet. OK, donc ils font leur construction et ils la racontent. Et l'étape d'après, c'est OK, maintenant collectivement, comment ce projet vous le représentez? Et c'est là où ça va être un travail en équipe où chacun va pouvoir discuter avec les autres, interagir avec les autres, de manière à faire une construction collective à partir des représentations individuelles. Et du coup, c'est là où ça va être intéressant d'observer les interactions des uns avec des autres, parce que forcément, il va y avoir des choses qu'on va devoir lâcher, sur lesquelles on va devoir renoncer pour pouvoir être au service du collectif. Et chacun va devoir être dans la même dynamique. Et en même temps, ce que nous, on peut construire de manière individuelle, ça peut enrichir parce que le collectif dit c'est OK pour la construction de ce projet, et du coup, ça vient enrichir en fait la construction collective. Donc, on peut le faire à plusieurs niveaux, c'est vraiment génial. Ouais. Et c'est vrai qu'en t'entendant, je réalise que le mot co-construction n'est jamais aussi parlant qu'avec du Lego. Hein. On construit, on co-construit, et c'est physique. Hein. Et après, quelque part, le cerveau reçoit toutes ces informations, ces images, ces sensations, ces processus. Et après, l'idée, c'est de les reproduire dans la vie réelle, en équipe, remettre ces processus, etc. Mais quelque part, on est incarné en vrai avec nos mains dans le kinesthésique, quoi. Oui, c'est ça. Ici, on a quelques images de construction. J'en choisis une ou l'autre. C'est des photos que tu as prises pendant des ateliers. Hein. Oui, c'est ça. Là, typiquement, tu vois ce qu'on a devant là, c'est vraiment une construction collective. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé de manière individuelle, et ça, c'est le résultat d'une construction collective où ils étaient 5 ou 6. À partir de leur construction individuelle, ils se sont entendus pour réaliser cette construction collective. Et après, du coup, il y a une histoire collective qui est racontée. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est que après, c'est là où la cohésion peut se faire, c'est-à-dire que, étant donné qu'ils se sont tous entendus sur une construction collective, par définition, ils s'entendent aussi sur ce qu'elle raconte, cette construction. Et c'est là où ça devient intéressant. Ouais. Et c'est vrai que là, on commence à voir des pièces qu'on voit un peu moins dans les Lego avec lesquels on jouait petit. Hein. C'est, entre autres, ces câbles de liaison, etc. Tu peux peut-être en dire un mot parce qu'ils sont vraiment importants dans le processus aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire que alors là, je fais juste une parenthèse, c'est-à-dire que le Lego Serious Play, c'est donc bien sûr une entité qui fait partie de Lego, mais qui du coup est vraiment très orientée entreprise, process, comme je disais, dans les équipes, etc. Donc en fait, ils ont construit des pièces qui viennent servir préférentiellement toutes les dimensions liées à l'entreprise. Et donc, parmi ces pièces-là, on a des connecteurs, ce qu'on appelle des connecteurs, pour que les gens puissent faire des liens, puissent mettre en connexion des éléments de leur construction, des éléments qui se représentent en fait dans la construction de leur représentation. Et donc, ce sont effectivement des pièces bien particulières, comme là on voit donc en jaune sont des connecteurs. Il peut y avoir, il y a un truc qui est pas mal, c'est que c'est dommage, j'en ai pas ici sous la main, mais il y a des petites ficelles, admettons, qui peuvent représenter des liens souples, ok. Et ces mêmes ficelles, elles ont parfois d'autres ficelles, du moins, elles ont des petits pointillés sur la ficelle qui peut représenter des liens en pointillés. Tu vois, ça a du sens aussi. Tout peut être un symbole, tout peut avoir du sens dans la construction d'une représentation de quelqu'un. Ouais. Et ça rejoint un point aussi de la méthode Lego Serious Play dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, dans ma construction, moi j'ai dit ici ceci, la pièce là, c'est un drapeau qui peut représenter la vitesse ou la petite fleur là, une connexion à plus grand que soi. Et en fait, c'est important quand on anime de ne rien projeter dessus parce que si quelqu'un dit ça représente quoi la fleur qui est là, en fait non. Pour moi, c'est pas une fleur, c'est autre chose. Et pour mon voisin, ça va être autre chose encore et encore et encore. Et donc, c'est vrai que les connecteurs dont on parle ici, chacune des pièces, en fait, ce sont des supports où chacun va y mettre sa représentation. Et donc, c'est hyper important et c'est subtil pour l'animateur de ne rien projeter. Hein. Oui, pour moi, si je vois un drapeau ou une fleur, ça, c'est ma représentation en tant qu'animateur. Oui. Et donc, je vais le décrire comme cette pièce. Voilà, et idéalement, je la montre avec mon doigt. Et je peux même, idéalement, je vais même pas peut-être dire la pièce rose ou transparente. C'est une caractéristique que moi je mets. Mais
ça, quoi. Hein. Ouais. Exactement. Donc, et les connecteurs, c'est la même chose. Le pointillé ou pas, chacun va y mettre sa représentation. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que Ouais. ça représente pour toi, ça, en fait, tu vois? Ouais. Il est dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ouais. Et voilà, c'est vraiment les questions les plus larges possibles, en fait, pour que la personne elle puisse y mettre toute l'histoire Ouais. et qui a du sens pour elle. Ouais. Laure nous fait un beau résumé, hein, dit la création, la métaphore ou les personnages, leurs caractéristiques permettent de transposer des informations, des apprentissages, un support évocateur pour traduire des idées, des émotions, des décisions individuelles ou collectives. Hein. C'est vraiment Ouais, un, un beau résumé effectivement. Anne qui nous dit j'adore cette technique effectivement. Hein, Anne qui l'utilise aussi beaucoup. Laure qui nous dit support pour faire émerger la créativité de chacun, de chacune, l'imaginaire de chacun, de chacune complètement. Effectivement, hein, donc on voit qu'il y a des bénéfices. J'avais envie de te demander, bah tiens, les bénéfices que tu vois. On a vu, on est rentré un peu dans la méthode. On va retourner hein, parce qu'on est que à la 3e étape. Hein. On va continuer, mais c'est ça. Mais déjà à ce stade-ci, si vous avez comme ça dans le chat des bénéfices auxquels vous pensez, et peut-être toi déjà à ce stade, avant de continuer les étapes, en quoi, qu'est-ce qu'elle peut apporter, les bénéfices, les atouts de cette méthode pour toi, Christophe? Ben, comme je fais un petit remind sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça permet en fait à des personnes de pouvoir extérioriser quelque chose qui est à l'intérieur et qui parfois n'a pas forcément de contenance en fait, sur lesquels ils n'ont pas forcément de prise et qui peut s'éparpiller, qui peut représenter tout et son contraire, hein, parce qu'on est des êtres de paradoxe aussi. Ouais. Donc le fait de pouvoir l'extérioriser, l'externaliser même en fait, l'externaliser et du coup de le représenter devant soi, bah, physiquement parlant, on prend du recul sur la situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est dans notre tête, ok, on le sort de notre tête, on le construit, et ben automatiquement, vu qu'on a le regard qui arrive sur la construction, et ben on est tout de suite en prise de recul sur la situation. Et après, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut tourner la représentation pour avoir un autre angle de vue sur la tu vois, et forcément, ça va créer des nouvelles idées, peut-être des zones d'ombre auxquelles on n'aurait pas pensé et qui viennent alimenter en fait le sujet de réflexion. Ouais, excellent. Concret, regarde, un jour, il y a une personne qui avait construit comme ça et qui, bon, elle, sa problématique, c'est qu'elle se sentait enfermée, elle se sentait isolée et prisonnière en fait par sa problématique. Donc, elle avait construit une sorte de baraquement dans laquelle elle était au milieu, mais tout était fermé. Et elle avait mis un plateau en fait sur le dessus pour fermer cette construction qui était noire, couleur noire. Et en fait, au départ, elle n'y a pas pensé, mais avec avec le fait qu'elle raconte justement cette construction, elle s'est aperçue que ce toit qu'elle disait noir, qu'elle disait que c'était un toit noir, était plus une chape de plomb en fait. Et ce mot de chape de plomb, ben, c'était quelque chose auquel qu'elle ressentait émotionnellement, mais sur lequel elle n'arrivait pas à verbaliser. Et du coup, le fait de l'avoir représenté comme ça devant elle, elle dit oui, mais en fait, c'est vraiment une chape de plomb que j'ai sur ma tête, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc effectivement, les pièces aident à construire tout ça et à verbaliser. Hein. Donc ouais. On va aller un peu dans les bénéfices hein, donc que vous avez partagés. Cela amène beaucoup de prise de conscience pour les participants. Pascal nous dit plus facile que créativité par dessin ou modelage terre, car cette méthode lève les freins que certains peuvent avoir par rapport à leur vision de l'art, hein, effectivement, et même de la créativité. En disant je ne suis pas créatif, on peut avoir cette croyance. Effectivement, donc il y a ce support qui existe, qui s'emboîte. Il y a un côté plus accessible que le dessin ou le modelage. En tout cas, pour voilà, moi par exemple, le dessin, c'est vrai que ça me demande un plus grand effort. Je peux avoir l'idée que je ne sais pas dessiner, etc. C'est un vrai bénéfice. Hein. Donc oui, Agatha qui nous dit génial, j'adore, ça me rappelle un petit peu mon week-end du poète. Donc là, on fait référence aux ateliers Réveiller vos 4 héros intérieurs hein, que tu as dit, mais que j'anime aussi, effectivement, et dans lesquels on utilise aussi la méthode Lego Serious Play. Là, c'est rigolo parce qu'on est dans un contexte vraiment de développement personnel.
les gens en fait définissent leur projet de vie et on va utiliser la méthode Lego Serious Play pour aider à certaines étapes dans la construction de ce projet. Anne nous dit c'est une bonne base de travail pour une formation ou pour un atelier d'intelligence collective, hein, complètement. On a beaucoup parlé d'intelligence collective, mais c'est vrai qu'on l'utilise aussi en formation, hein, par rapport à des peut-être des croyances à déconstruire, ou bien par rapport à des process à mettre en place, ou pour se faire des représentations de quelque chose de nouveau. Donc en formation sur des petites périodes, hein, donc là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Lego Serious Play, il y a plusieurs manières d'utiliser. Il y a les grands ateliers, on est parti sur 2-3 heures, on va faire que du Lego Serious Play avec une thématique de changement, de vision, de team building, etc. Et puis, ce que décrit Anne ici, c'est utiliser le Lego Serious Play pendant 15 minutes dans un autre processus, comme la formation. Et ça, on le fait beaucoup avec ce qu'on a fait, hein, nous deux, on a utilisé des pièces qui viennent, j'essaie de pas trop le broyer parce qu'il fait un affreux bruit, attention. Voilà. Et donc, en fait, c'est des sachets hein, dans lesquels il y a 50 pièces de manière très précise. Et vraiment, c'est le starter kit. Et ce format-là, ces petits sachets, on va voir après qu'il y a différents formats. Mais ce sachet-là, en formation, il est super. Il est super. On le donne aux participants. Après, on leur propose, ça, c'est les petits trucs de coulisses. Hein, donc, le petit sachet de congélation pour remettre ces pièces en demandant aux participants de ne pas les mélanger entre elles parce que effectivement, remettre 50 pièces sur 10 participants qui ont fait 500 pièces, on y passe un morceau du week-end. Donc ça, c'est vraiment les coulisses du coulisses. Dans les bénéfices encore, partage émotionnel et donc ancrage accru, amplifié. Je te demanderai de réagir hein, après. Et puis, il y a le côté bénéfice, la distanciation, le recul et aussi pour de l'innovation, tout à fait. Parmi ces bénéfices, il y en a l'un ou l'autre. Alors encore un dernier, les photos des œuvres, oui, qui sont super intéressantes. Hein, tu fais bien d'en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a son smartphone. La plupart des gens, on propose de faire des photos et ça fait un ancrage. Hein, et voilà, parfois on ne sait pas ramener la pièce ou elle doit être démontée. Super. Par rapport à tous ces bénéfices, est-ce qu'il y en a un ou l'autre sur lequel tu as envie de rebondir, Christophe? Oui, bah sur la notion d'émotion, c'est-à-dire que on peut aussi partager des émotions, on peut raconter des émotions. Exemple concret, dans les personnages des Lego, il y en a certains. Bon là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais par exemple, bon là, celui-là, il a une tête classique. Mais parfois, dans les kits de Lego, il y en a qui ont des têtes de mort. Et bah, cette tête de mort, il y a des participants qui l'utilisent justement pour raconter quelque chose qui est de l'ordre d'une peur, qui est de l'ordre d'une pression, qui est de l'ordre d'une sorte d'injonction quelque part. Donc, ils peuvent aussi matérialiser et expliquer, enfin raconter des émotions par représentation justement avec le Lego. Donc là encore, ce qui est vachement intéressant, c'est que cette émotion, elle est externalisée. Du coup, elle est moins subie quelque part, elle est moins mal vécue quand c'est une émotion désagréable, bien sûr, parce que elle est à l'extérieur de la personne et elle raconte ça de manière un peu distancée, comme elle disait Laure. Ouais, complètement. Et Anne nous complète en disant il y a des apprenants qui gardent leur œuvre sur leur bureau, hein, donc ça suit effectivement la photo et effectivement il y a ce côté ancrage aussi, hein, on va le garder, toutes les émotions qu'on décrit, etc. ici qui ont été vécues, et bien en fait elles sont incarnées dans cette pièce et c'est vrai qu'on voit des apprenants qui parfois un an après ont encore cette pièce, un peu comme en PNL ou en communication ericksonienne, où on pourrait avoir vraiment un ancrage et rien qu'en revoyant cette pièce, tout l'univers qu'on a co-créé avec les autres participants, soi et les autres dans cette pièce, reviennent instantanément juste en scannant la pièce du regard. Hein. Ouais, absolument. Alors, du coup, c'est moi qui t'ai embarqué parce on va rappeler, hein, donc on s'était dit, il y avait 4 étapes. On se souvient, on s'est posé une question et puis après la question, pouf, on s'est jeté dans la construction qui était vraiment voilà, et puis on a partagé le cœur de l'atelier et c'est là qu'on a ramifié dans plein d'éléments. Et puis, il y a une 4e et dernière étape qui est vraiment le débriefing. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, donc en fait, quand on débriefe une séquence, parce qu'on peut faire sur un même atelier, on peut faire plusieurs séquences, parce qu'il peut y avoir plusieurs. Ça peut même être un processus, que je vais y venir d'ailleurs, pour illustrer cette étape-là. Le débriefing, c'est de voir déjà comment la personne, elle s'est sentie par rapport à la construction et au fait de raconter sa représentation. Et aussi, l'idée, c'est de voir comment, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, comment de cette représentation métaphorique, parce que je rappelle, on est dans la métaphore, comment de cette représentation métaphorique, après, on peut le passer dans le concret, dans le réel.
C'est Parce ça. qu'il y a toujours des choses après qu'on met dans le muscle, hein, de passer de la tête au muscle, comme on dit. C'est vraiment le fait de pouvoir adapter et ancrer cette représentation et la réponse du coup qu'on a eue à la question, de la représenter dans la réalité concrète et observable, tangible. Donc là, les personnes, elles disent voilà, ben ça, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir mettre en place cela. Ça me donne l'idée de telle action concrète que je vais pouvoir. Après, on peut le déterminer en objectif concret. Hein, je mets ça en place d'ici la semaine prochaine, etc. Et pour Mhm. te donner l'exemple concret, c'est-à-dire que quand je fais des ateliers sur le changement, je le fais en trois phases. La première phase, c'est de représenter. Donc la question, elle est liée à la problématique de la personne. Donc, elle représente sa problématique. Ensuite, donc, on a la phase intermédiaire qui est celle de raconter leur construction. Et après, donc, c'est là où on fait le débriefing. C'est une autre question, quelque part, qui sert aussi de débriefing. C'est qu'est-ce qu'elles peuvent modifier dans leur représentation pour que les choses s'améliorent pour eux. Mhm. Et là, en fait, ils ont plusieurs possibilités pour ça. Soit ils peuvent modifier l'existant, c'est-à-dire bouger des pièces, changer d'ordre, déplacer quelque chose. Donc, et du coup, ça a du symbole, ça a du sens pour la personne. Mais ils peuvent aussi se servir de ressources. Et du coup, les ressources, en fait, c'est toutes les autres pièces qui sont encore à disposition, parce qu'ils peuvent construire une ressource qui vienne intégrer dans leur représentation, parce que ça va permettre d'améliorer la situation. Et tout ça, en fait, Mhm. c'est la dernière phase de l'atelier. Ils débriefent là-dessus. Et donc ça, c'est mon côté un peu taquin à chaque fois. Je dis, OK, mais maintenant, comment vous mettez ça en œuvre dans la vraie vie? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ça? Et c'est pas toujours évident d'y répondre, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir les emmener aussi dans le concret pour qu'ils puissent réaliser des choses pour améliorer leur situation. Et ça marche pareil aussi. Ouais. Oui, c'est ça, exactement, parce que c'est vrai que c'est cette phase est super importante, hein, parce que c'est vrai pour toute la ludopédagogie. On a déjà dit dans d'autres offres que c'est pas le jeu pour le jeu. Donc, il y a eu un petit débat dans les commentaires d'un précédent off sur YouTube là-dessus. Mais en tout cas, on va le dire autrement, c'est que tout ce qu'on fait ici, c'est au service d'un objectif. Là, par exemple, tu parlais de changement individuel. Quand c'est du changement collectif, on va aussi avoir vraiment cette phase. Qu'est-ce qu'on fait après? D'où l'idée sur le Lego Surplay. J'aime bien, on travaille sur deux tables différentes, hein. Il y a la table où on a créé, etc. Puis il y a cette table à côté où on va descendre dans la matière, comme tu le dis, dans le concret. Qu'est-ce qu'on va faire en équipe? Quelles sont les décisions qu'on prend collectivement? Et de nouveau, on peut retourner sur la construction collective, aller le modifier, etc. Et il y a une forme d'engagement collectif où on peut se dire que cet engagement collectif est beaucoup plus puissant, ancré, fort et responsabilisant parce qu'on l'a tous co-construit depuis le départ. On a chacun fait notre construction individuelle, on les a rapprochés, on les a reliés entre elles, on a fait une construction collective dans laquelle on retrouve les éléments individuels mais qui sont complètement imbriqués dans le collectif. Et à la sortie de ça, qu'est-ce que ça veut dire pour notre équipe? Quels sont les engagements qu'on prend? Il y a vraiment un élan qui part de l'intérieur vers l'extérieur, quoi. Mais c'est important pour nous animateurs de le formaliser et Oui. de pas être juste sur l'élan. Ouais, c'était super. Ouais, quel enthousiasme, génial. On refait ça quand? Ouais. Oui, on peut avoir cet enthousiasme, mais vraiment, il faut le matérialiser par, effectivement, après, on peut prendre des post-it pour prendre les idées principales. Ces post-it, on les rassemble et puis ça se termine parfois en plan d'action. Qui fait quoi pour quelle date, quel budget on met derrière, etc., hein. Donc, les grandes entreprises qui ont fait leur plan de vision à 5 ans là-dessus, ben, le livrable, c'est le plan de la vision qui doit après se matérialiser, quoi. On rappelle, ce ne reste qu'un outil. Exactement. C'est ce Ouais. qu'on en fait qui est. Ouais, ouais. L'outil n'est pas une fin en soi. Ouais, totalement. Donc, ce que je propose maintenant, ben, c'est qu'on arrive petit à petit déjà à la fin de notre atelier. Donc, on a eu les 4 étapes. Je vais ici juste les partager et dire que si vous voulez les retrouver, ben on peut les retrouver sur notre site. Donc, dans l'onglet ici, je vais y aller avec vous. Hein, donc, comme ça, on peut les retrouver ensemble. On a les méthodes et dans les méthodes, il y a la méthode Lego Serious Play. Et dans la méthode Lego Serious Play, on retrouve ici ces 4 étapes dont on vient de parler, la problématique avec la question, la construction, on y va avec les mains, on raconte et on partage, et puis le débriefing, réflexion avec vraiment cette idée de plan d'action. On a parlé des atouts, il y a des éléments ici
pour en savoir plus. Et je voulais juste partager éventuellement quelques photos, quelques images d'un projet qui a été réalisé chez SNCF Réseau. Donc là, on voit ici des tables avec sur lesquelles les gens vont jouer, etc. Par équipe. Et voilà, certains éléments ici, par exemple, c'est intéressant, c'est sur un projet lors de la semaine de la mixité pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux enjeux de la mixité, des représentations des stéréotypes du genre grâce à des événements, conférences et ateliers. Et entre autres, il y avait un atelier Lego Serious Play, aussi avec la représentation qu'on pouvait en avoir que peut-être parfois les Legos sont un jeu de garçons, etc. On peut confirmer que le genre n'a rien à voir avec le Lego. Tout le monde plonge à égalité, qu'on soit homme, femme, binaire, non binaire, tout le monde va plonger. Donc voilà, donc ça c'est pour dire, ben voilà, on peut avoir des exemples concrets, des fois, parfois un peu inattendus. Hein. On pouvait aussi poser la question, comment se lancer pour peut-être aller plus loin voilà, si on veut aller plus loin pour se lancer. Est-ce que tu aurais comme ça 2-3 recommandations, des conseils à donner à des personnes qui disent, tiens, j'ai envie de démarrer la méthode Lego Serious Play? Alors, tout dépend de l'utilisation et de l'objectif. C'est-à-dire que pour, on va dire, animer une séquence d'une formation ou pour faire, voilà, utiliser le Lego Serious Play dans une partie très précise d'un ensemble un peu plus grand qui correspond à la personne, le fait de pouvoir acheter justement ces kits, ces starter kits et de se renseigner sur la méthode, ça peut se faire. Maintenant, je tiens à préciser que pour pouvoir animer des formations complètes, des animations complètes sur des équipes, sur de la cohésion d'équipe, etc., c'est important de se former parce qu'il y a des formations qui existent pour des formations certifiantes qui existent sur le Lego Serious Play et c'est important de s'y former parce que là, on a fait ça de manière survolée, les 4 étapes, mais ça va quand même bien plus loin. Il y a quand même tout un concept qui est là derrière. Il y a toute une intelligence, j'ai envie de dire, au sens noble du terme, de la méthode qui est nécessaire de bien intégrer pour pouvoir la restituer au mieux et être le plus efficace possible avec les clients. Et c'est vrai que on a tous les deux suivi cette formation certifiante, donc on a tous les deux notre petit diplôme. Et donc c'est vrai que ce qui m'a frappé dans cette formation, c'est que c'est un processus quand même qui est hyper bien pensé, très structuré. Le guide d'animation, c'est une brique gigantesque, les exercices qu'on fait. Et même si on est dans la ludopédagogie, etc., il y a vraiment il y a quelque chose d'assez. Même, je me souviens dans la formation, moi, qui m'avait un petit peu oppressé pendant la formation, tellement il y a de règles, de guides, etc. Après, on peut un peu s'en libérer et quelque part la remettre un peu à ses couleurs. Mais je sais que tous les éléments que j'ai appris là sont vraiment fondateurs et ils ont du sens, ils ont été bien pensés. Donc, je te rejoins pour vraiment animer des processus d'équipe, 2-3 heures, une journée. Il y a un énorme plus à avoir suivi cette formation et j'ose pas le dire, mais quasiment ça me paraît indispensable. Et effectivement, pour les petites animations, je prends mon petit sachet, je l'utilise en formation. Là, j'aurais envie de dire au contraire, allez-y, testez, lâchez-vous sur 15 minutes. Le pire qui risque de se passer, c'est qu'il y a un moment de 15 minutes un peu flou, peut-être. C'est le pire risque qu'on puisse avoir. Et franchement, avec les quelques éléments qu'on a donnés ici, il y a déjà des bases pour effectivement se lancer sur cette partie-là. Très concrètement, donc il faut le matériel et donc soit effectivement on peut aller dans des boîtes de jeux qu'on a peut-être à la maison avec les enfants, etc., et réutiliser le matériel comme ça qu'on met sur des tables. Mais sinon, Lego qui ne fait rien à moitié a aussi donc un site, donc Lego Serious Play sur le site de Lego. Je crois que c'est dans les thèmes ici. Si je vais dans les thèmes, j'ai Lego Serious Play qui se trouve ici, et c'est là qu'on peut commander les kits dont tu parlais. Et donc avec des kits de démarrage, des kits d'identité paysage, le kit de connexion avec tous les connecteurs dont tu parlais, etc. Les prix qui sont là peuvent faire un peu peur, mais donc heureusement c'est pas le sachet de Lego qui coûte 359 €, c'est la boîte en carton contenant 100 pièces, enfin 100 sachets comme ça, dans lequel voilà. Et franchement, elles ont été bien pensées parce que ça paraît rien. Mais en fait, ces 50 pièces, ils les ont super bien choisies. Elles représentent plein de choses. C'est tout bête, mais il y a vraiment ces 2 grands connecteurs. Il y a les hélices, il y a les pièces transparentes, il y a le petit support, il y a le bonhomme. En fait, ils ont créé toute une multitude de pièces qui permet, quand on anime un atelier, je n'ai jamais vu 2 constructions qui même pouvaient éventuellement se ressembler de près ou de loin. C'est totalement fou ce qu'on peut faire juste avec ces 50 pièces. Ouais, il y a des fenêtres, il y a des colonnes, il y a
donc comme je disais tout à l'heure, des connecteurs de différents types. Il y a des roues aussi. Enfin, tout peut être représenté. Et alors, pour l'anecdote, alors je l'ai pas animé, mais j'ai eu le retour d'un confrère qui a animé une session avec des ingénieurs. Et c'était extraordinaire. Les gars ont construit des trucs, mais de folie. J'ai presque envie de dire, c'était too much, dans le sens où c'était trop proche de la réalité, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que l'idée, bien sûr, de représenter, de faire une représentation métaphorique de la réponse à la question, mais là, avec ce public d'ingénieurs qui, eux, étaient vachement process et qui étaient plein de compétences sur la construction, ils ont représenté la réponse à la question, mais d'une manière hyper réaliste. Et du coup, qu'est-ce que tu vas raconter avec ça? C'est vrai que de nouveau, le Lego peut parler à plusieurs étages, hein. Des concepts, de la stratégie, des choses très concrètes, des choses intimes, des choses générales. Ouais, c'est assez fou. On arrive doucement à l'atterrissage, hein, donc je regarde. Quand on parlait de flow tout à l'heure, j'ai pas vu l'heure passer. Hein, pas où, non, c'est ça, on était dans le flow. Hein, donc voilà, comme on essaie d'être en dessous de l'heure, on est à 55 minutes. Donc Anne qui nous dit j'achète, voilà. Donc et on ne le dira pas trop, mais c'est vrai que pour pas mal de clients, en fait nous on commande des boîtes, on les mange, hein, les boîtes de 100. Donc si vous voulez quelques petits sachets, vous pouvez faire appel à nous. On les revend exactement au même prix où on les a achetés, mais sans devoir acheter la boîte de 100. Voilà, on le fait régulièrement et je sais que ça aide d'avoir de dire bah tiens j'ai juste besoin de 5 sachets, 10, 12, 15. Des fois acheter la boîte à 350 €, c'est dommage. Utiliser les Lego en soutenant, c'est vrai. Alors on l'a déjà fait, on va défendre un projet et puis on raconte le projet et on le fait raconter à tous les gens qui sont autour de la table avec des Lego et ça marche pas mal. Et Anne qui nous dit dans mon expérience, dire aux participants que ce sont des Lego spéciaux aide à créer des visas à démarre. C'est vrai, hein, et ça mérite un petit point parce que quand on démarre, tu parlais d'échauffement et tout, le Lego peut avoir la représentation, on disait tout à l'heure, c'est un jouet. Et donc, pour certaines personnes, on parlait de différents profils, on peut dire non, on peut pas. Nous, c'est vraiment un sujet hyper sérieux, quoi. On parle de sécurité, on parle de travail, il y a des enjeux de vie, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça avec des Legos? C'est pas sérieux. On parle du futur, de la survie de notre organisation. On va pas faire ça avec un jouet, c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a ce petit travail de crédibiliser la méthode au début et dire que ce sont des Legos spéciaux, le petit sachet de 50 qui a été bien pensé, citer le nom des entreprises de très grande renommée internationale qui l'ont utilisé. Ça fait aussi partie, juste au début, de dire voilà, la méthode, hein, elle a été pensée, il y a un guide, il y a une formation de plusieurs jours. C'est tous des éléments qui, ben, en tout cas, moi, je sais que je prends les quelques minutes au début pour le faire, ça va le faire. Pascal qui dit trop bien, merci Louise. Alors, j'achète la formation, je veux dire oui, bien sûr. Et comme tu l'as dit et comme toi tu le fais hein, aussi, donc il y a vraiment cette idée. Tu l'utilises beaucoup en formation, etc. Et donc comme moi, j'avais déjà commencé avant de suivre la formation à l'utiliser. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire, c'est commencer avec quelques Lego, tester. Et puis à un moment, on se dit bah tiens oui la formation, je vais me lancer. Mais on voulait juste quand même démonter l'idée que c'est un prérequis pour juste le tester. Il y a tester et puis vous voulez peut-être monter d'un étage et là par contre la recommandation c'est oui c'est sûr qu'il faut y aller pour la formation, elle les vaut vraiment. Christophe, pour terminer doucement ce off, quelle serait un peu ta conclusion, le message que tu aurais envie de faire passer aux personnes qui soit ont découvert la méthode aujourd'hui ou la connaissaient déjà un peu et veulent se lancer, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Bien, moi, c'est cette notion de plaisir. Hein, c'est pour ça que je t'ai posé cette question tout à l'heure. Cette notion de plaisir qu'on peut retrouver dans plein de domaines de notre vie le côté justement ludique de cette méthode-là et avec donc associé à la croyance que je disais tout à l'heure qu'on peut parler de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Avec lequel maintenant je travaille depuis ça fait 5 ans que je fais ça, donc 4 ans en thérapie. Je vois que ça fonctionne et je vois aussi que malgré les difficultés que certaines personnes vivent, à l'arrivée, au final de l'atelier, elles y ont pris du plaisir. C'est-à-dire que même quand on parle de problématiques, admettons, de souffrance au travail, si on se rebase on rebascule dans l'entreprise, des problématiques de souffrance au travail, voire de harcèlement, enfin des choses qui peuvent être lourdes, on peut aussi le représenter, on peut aussi travailler là-dessus, sur ces sujets-là, avec ce côté, entre guillemets, là, du coup, ludique, mais qui reste aussi, hein, qui reste plutôt léger plutôt que ludique, en fait, hein, et qui, du coup, vient
comme on disait tout à l'heure, comme Laure disait, qui vient faire prendre du recul à la personne sur la situation qui émotionnellement est chargée pour elle. Ouais. Donc, c'est vraiment une méthode qui allie les deux, hein, qui allie vraiment les deux. Ouais, complètement. Voilà, et donc si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en dessous du live. On continuera la discussion là et continuera à y répondre. En tout cas, merci Christophe. C'était comme toujours vraiment un plaisir d'animer avec toi. J'aimais bien l'idée qu'on s'est dit, bah tiens, on va faire nos petites constructions. C'était chouette. On a découvert quelque chose et ça, voilà, c'est l'idée toujours de faire. Enfin, quand on explique quelque chose, c'est le plus possible d'être en contact avec le faire, avec la réalité. Pour ceux qui ont suivi les précédents off, hein, Absorb, Do, Connect, faire du do, etc. Super. Et donc, du coup, ce que je propose, c'est que on puisse nous se retrouver dans un prochain off, Christophe, sur encore d'autres thématiques autour de la ludopédagogie. Le débat continue dans les commentaires après, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, exceptionnellement, ça sera pas le vendredi, ce sera mercredi. Et donc là, on sera sur une autre thématique. On va vous proposer, on va vous présenter en tout cas les coulisses d'un projet qui s'appelle Drôle de planète, qui est un objet multimodal dans lequel il y a un site internet, il y a des jeux de plateau, une appli mobile de géolocalisation, etc., à destination des enseignants, des personnes qui accompagnent des enfants sur la thématique de l'environnement, sensibilisation à l'environnement, à travers toute une série d'outils. On a pris beaucoup de plaisir à les co-créer. Donc c'est un projet qui a duré sur 3 ans, et voilà. Et donc le site s'appelle Drôle de planète. On aura la chance d'avoir Pascal Balancier de l'agence digitale du numérique, donc de la région wallonne, qui a porté le projet au sein de la région wallonne, qui viendra nous expliquer un peu les coulisses de ce projet, avec vraiment le côté, il y a plusieurs dimensions vraiment intéressantes, hein. Il y a le côté environnement, il y a le côté éducation, donc c'est un public qu'on adresse, hein. Si vous voyez sur notre site, il y a l'onglet éducation, donc les enfants, les jeunes, les ados. Il y a vraiment toute cette dimension-là. Et puis, il y a un aspect super intéressant là dans les coulisses, c'est l'aspect multimodal, hybride, blended, où on va découvrir plein de choses. Merci Christophe. Merci à vous tous, à vous toutes, et on se retrouve très très bientôt. Belle fin de journée, beau week-end, et à bientôt. Bye bye.